Eh bien, bonjour à tous. Déjà, je vous remercie à tous et à toutes d'être venus. Ça me fait plaisir de voir autant de monde à mon talk sur l'Advent of Code. Alors, je m'appelle Teva Arsani, je suis software engineer chez Google et j'ai aussi écrit un livre d'ailleurs sur le langage Go, 100 Go Mistakes, qui décrivent certaines erreurs que font les développeurs sur le langage Go. Alors, je sais que c'est plutôt une conférence Java, mais voilà, je fais un petit peu ma promotion du langage. Et j'ai 2 exemplaires d'ailleurs à la fin. Ben voilà, si vous avez envie de rentrer dans le langage Go, ben ils sont à vous. Première arrivée, premier servi. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, avant de rentrer chez Google, j'avais une expérience significative sur les sujets autour des algorithmes et des structures de données. C'est un mensonge. En fait, si vous voulez, tout a commencé il y a quelques années, pendant mes études, j'étais à la fac à Marseille. On avait un TP d'algo dans une salle, je ne sais pas si vous la connaissez, cette salle qui est un peu trop petite, pas très moderne, qui contient beaucoup trop d'étudiants au mètre carré pour que ça puisse décemment sentir bon. Vous la connaissez, cette salle? Et j'étais en TP d'algo, du coup on devait faire un DFS avec mon binôme en Java, donc un parcours d'arbres. Et si vous voulez, on était complètement bloqués. On ne comprenait pas ce que c'était qu'un arbre, on ne comprenait pas ce que c'était qu'un DFS, etc. On était complètement bloqués. Du coup, on demande à notre professeur de venir nous aider. Et notre professeur arrive, vient vers nous, et il nous dit cette phrase que j'ai jamais oubliée. Il nous dit, si vous êtes bloqué, c'est normal, c'est parce que vous êtes nul. Et je vous jure que c'est vrai, c'est véridique. Le tact de certains professeurs, parfois. Bon, à sa décharge, on n'était pas les élèves les plus studieux avec mon binôme. Il y avait peut-être un petit passif entre nous, mais malgré tout, ça a laissé une espèce d'empreinte en moi en me disant que les sujets autour des algos, finalement, peut-être ça fait 2. Et au cours de ma carrière, je suis passé plusieurs fois par cette plateforme, parce que notamment pour préparer mes entretiens chez Google, alors il y a quelques années notamment où j'avais échoué misérablement dès mon premier entretien de coding chez Google, et puis après il y a plus récemment aussi, cette plateforme en fait LeetCode, c'est une plateforme qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas, de préparer vraiment ces entretiens d'algorithmes. Ça contient des centaines, peut-être des milliers de problèmes qu'on va avoir qui seront similaires quand on passera des entretiens chez Google. Et moi, j'en ai fait, je ne sais pas combien de ces exercices. Et si vous voulez, vu que je le faisais pour préparer mes entretiens, au final, je voyais ça comme quelque chose de contraignant. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, c'était quelque chose que je devais faire pour avoir une chance de rentrer chez Google. Donc si vous voulez, passer comme ça par cette plateforme, ça n'a jamais aidé à développer mon amour des sujets autour des algos et structures de données. Et puis tout a changé. Tout a changé grâce à l'Advent of Code. Donc un petit sondage, puisqu'on est entre nous. Qui parmi vous connaît au moins ce que c'est que l'Advent of Code? Levez la main. Ok, alors il y a quelques mains qui ne sont pas levées. Et qui parmi vous a résolu au moins un problème l'année dernière? Ok, un grand nombre de personnes malgré tout. Alors pour être sûr qu'on soit tous et toutes au moins au même niveau de base, disons, l'Advent of Code c'est quoi? C'est un calendrier de l'Avent de puzzles de programmation. En fait, chaque année, depuis 2015, en décembre, on a un nouveau problème chaque jour. Et il faut savoir que chaque jour, en fait, on a un problème qui va contenir 2 parties. Donc on a une première étoile quand on résout la première partie, et une seconde étoile quand on résout la seconde partie. Au final, on peut avoir jusqu'à 50 étoiles par année. Alors, ce n'est pas un problème qu'on va résoudre en live, mais juste pour que ceux qui ne connaissent pas l'Advent of Code puissent avoir un ressenti du type de problème qu'on peut rencontrer. En 2018, jour 18, on avait un problème qui était similaire pour ceux qui connaissent au jeu de la vie. En gros, le jeu de la vie, c'est on a une espèce de board. Donc là, on voit un board qui est plus petit, si vous voulez, juste pour que ça puisse rentrer dans les slides, mais normalement, c'est beaucoup plus gros, qui est un état. En fait, d'accord. Et on va recevoir des règles aussi. Ces règles vont nous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir générer le prochain état du board. Par exemple, on va dire s'il y a un dièse qui est entouré par 3 points, le prochain état, du coup, il y aura 1 point. Ce genre de choses. Donc, la première partie,
Donc pour avoir notre première étoile, il faut calculer l'état du board pour, je crois, calculer le nombre de dièses, en fait, le nombre de dièses total. Donc pour faire ça, on implémente les règles. On peut le faire dans n'importe quel langage de programmation. Ça, c'est quelque chose qui est bien. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui apprennent des nouveaux langages grâce à l'Advent of Code, puisque ça leur permet de résoudre des problèmes sur des problèmes des problèmes qui sont concrets, quoi. Donc, on implémente ces règles dans n'importe quel langage, en fait. On fait une loop de 1 à 10, et puis on a notre solution. D'accord ? Donc ça, c'est pour la partie 1. Et pour la partie 2, il faut faire la même chose, mais après 1 milliard d'étapes. Et là, si on fait une boucle, finalement, ça ne va plus marcher. En plus, là, le board, c'est vraiment juste une plus petite partie. On a un board qui est beaucoup plus gros. Donc, il faut trouver une approche qui soit différente. D'accord ? Donc, c'est le genre d'exemple concret, de type de problème qu'on peut rencontrer avec l'Advent of Code. Et aussi comprendre que cette seconde partie, bien le plus souvent, c'est une extension, d'accord, de la première partie. Moi, mon histoire avec l'Advent of Code, je n'avais pas eu un gros démarrage. Je crois que c'était quelque chose comme 2017. J'avais été capable d'avoir 2 étoiles. Et en 2018, j'avais doublé mon nombre d'étoiles. Mais je restais à 4. C'est pas énorme, puisqu'on peut avoir jusqu'à 50 étoiles par année. Et puis, en 2022, j'ai réussi à compléter pour la première fois un Advent of Code en entier. Et si vous voulez, après ça, je ressentais une espèce de vide. J'avais un contre-coup de plus avoir mon petit problème journalier chaque soir, etc. Donc du coup, au cours de l'année 2023, je me suis dit, je vais essayer de résoudre tous les Advent of Code des années précédentes. Et puis j'avais résolu en 2023. Mais ce qui est important, c'est qu'au cours de cette expérience, en fait, si vous voulez, je me suis dit, tiens, il y a pas mal de leçons qui sont intéressantes, des leçons que j'ai apprises ou réapprises, d'accord, et que moi, je peux aussi appliquer dans mon travail quotidien. Donc le but de ce talk, c'est quoi ? C'est, après plus de 55 000 lignes de code écrites pour résoudre les 9 Advent of Code, je vais vous présenter les leçons que j'ai apprises lors de cette aventure. Donc on va découper notre talk en 3 parties. Une première partie focusée sur algorithmes et structures de données, deuxième sur la partie développement, et troisième au-delà du code. Vous verrez ce dont on parlera. Alors, première partie, algorithmes et structures de données. On y est. On va parler de graphes, déjà. Probablement parce que c'est l'une des structures qui est le plus utilisée pour résoudre un Advent of Code. C'est quelque chose qui est très fréquent. Et les graphes, ça a un petit côté un peu effrayant. On ne rencontre pas tous les jours des développeurs qui nous disent « Ah ouais, moi je suis passionné de graphes ». Pourtant, c'est une structure de données qui est très utilisée, une structure de données que moi je trouve assez fun. Donc on va en parler. Donc un graphe, déjà, c'est quoi ? C'est un ensemble de nœuds, qu'on appelle vertex aussi en anglais, et puis un ensemble de liens qu'on appelle edge. Et un lien va connecter 2 nœuds entre eux. D'accord ? Un graphe, ça a des caractéristiques. Donc, par exemple, ça peut être directed versus undirected, c'est orienté ou non orienté. Orienté, ça veut dire qu'on va avoir des liens qui sont dirigés, donc par exemple un lien de A vers B, et on va avoir des graphes non orientés, donc par exemple là on a un lien entre A et B, mais sans orientation particulière. On va avoir par exemple une autre caractéristique, un graphe peut être cyclique ou acyclique. Là on voit un cycle, c'est-à-dire un chemin par exemple de A vers A. Et là, par exemple, c'est un graphe qui est acyclique. D'accord ? Et puis, pour résoudre un Advent of Code, on a besoin d'appliquer des algorithmes de graphes. Donc voici quelques algos de graphes que j'ai pu utiliser. On voit notamment des algos de plus court chemin, comme le Dijkstra, le BFS, qu'on peut utiliser pour ça. Alors, on ne va pas évidemment rentrer dans chacun de ces algos, parce que ce n'est pas un cours d'algo, d'accord ? Mais on va rentrer dans un en particulier, parce que je le trouve intéressant, et surtout qu'il a beaucoup d'applications. Et cet algorithme-là, c'est le topological sort. Alors en français, ça s'appelle tri topologique, et moi je trouve le nom beaucoup trop moche, donc on va garder topological sort. Alors un point important, pourquoi est-ce que j'ai mentionné les caractéristiques d'un graphe juste avant ? Il faut savoir en fait que certains algos ne peuvent être appliqués que si un graphe présente déjà certaines caractéristiques. Et c'est le cas du topological sort, il ne s'applique que si un graphe est de type DAG pour Directed Acyclic Graph, c'est-à-dire un graphe avec des liens qui sont orientés et pas de cycle.
Si on n'a pas ces caractéristiques-là, ces contraintes-là, eh bien, on ne peut pas tout simplement appliquer cet algo. Et cet algo, il fait quoi? Imaginez qu'on ait ce graphe, du coup, en entrée, et qu'on ait des liens, et que ces liens, ça représente des liens de dépendance entre les nœuds. Donc là, ça veut dire, par exemple, que pour compléter A, j'ai d'abord besoin de compléter C. Et pareil, pour compléter B, j'ai d'abord besoin de compléter C. D'accord? Des liens de dépendance. Et le topological sort, il nous permet d'avoir une vision aplanie en fait, de ces dépendances, une vision quelque part à plat. Là, on voit que d'abord, on doit compléter D, puis C, puis B, puis A. Alors, 2 petites minutes pour comprendre comment est-ce que cet algo il fonctionne. Déjà, quand on travaille avec les graphes, il faut représenter notre graphe en mémoire, trouver une manière de le représenter, de gérer ce graphe. Il y a différentes manières pour faire ça. Il y en a une qui s'appelle l'adjacency list, qui est en gros une map où chaque élément va pointer sur une liste, qui soit un array, soit une linked list, et qui représente tous les liens sortants. Donc là, par exemple, on voit qu'on a un lien entre A et B et un lien entre A et C. Une fois qu'on a ça, la deuxième étape, qu'on a représenté du coup notre graphe en mémoire, la deuxième étape, c'est d'avoir un in-degree counter, c'est-à-dire un compteur de tous les liens entrants. Donc en fait, on prend tous nos nœuds, on initialise à 0, et là on va parcourir tous les liens, et à chaque fois pour le nœud destination, eh bien on va incrémenter son in-degree counter. Donc on prend B, on incrémente, C, on incrémente, encore C, on incrémente, et D, on incrémente. Et voilà, la deuxième étape est terminée. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un nœud, A, qui a une valeur dans l'in-degree counter qui est égale à 0, parce qu'il n'a aucun lien entrant. Il n'y a aucun lien qui va vers A. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est un parcours de tous les éléments de l'in-degree counter. On les prend et on les met dans une structure temporaire. Donc là, il y a juste un seul élément qui était égal à 0. On prend cet élément, on le met dans une structure temporaire qui est une queue, enfin, qu'on pourrait avoir différentes structures de données, mais là, on va utiliser une queue. Queue first in, first out. Et enfin, là, la dernière étape, si vous voulez, ça va être d'être une boucle, en gros. Et on va dire, tant que j'ai des éléments dans ma queue, eh ben, je vais répéter ces étapes. Et ces étapes, c'est quoi? C'est déjà de prendre l'élément et de l'insérer dans la liste finale, qui va représenter notre solution finale. Et puis là, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je supprime A? Eh bien, du coup, on va parcourir tous les liens sortants. Donc, on a un lien de A vers B. Et là, on va décrémenter B, son in-degree counter. Et là, du coup, puisque c'est égal à 0, on fait finalement la même étape. On enlève B de l'in-degree counter, on le met dans la queue. Et pareil, on prend C et on décrémente C. Et là, C, c'est pareil, égal à 0, donc on le laisse dans notre in-degree counter. Et voilà, on a fait notre première itération de la boucle. Et on a fait une avance rapide, puisqu'on ne va pas passer 15 ans non plus dessus, avance rapide, et là, on se rend compte qu'on a résolu notre problème. On voit qu'on doit d'abord compléter D, puis C, puis B, puis A. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, cet algo? En 2022, jour 21, on a une liste de singes hurleurs. En gros, on a chaque ligne qui va représenter l'identifiant d'un singe. Et le problème, c'est de trouver quelle est la valeur que va hurler le singe qui est identifié par l'ID root. D'accord ? Et il faut voir qu'on a root, par exemple, qui référence deux autres singes, fou et bar. Et fou et bar, pareil, qui référence deux autres singes. Et puis, certains singes qui vont hurler une valeur constante, comme par exemple base. Donc là, ça veut dire que bar, il va hurler la valeur du singe DRMZM multipliée par 5. D'accord ? Donc, comment résoudre ce problème ? Vous imaginez bien, puisque on parle du topological sort, on va utiliser topological sort. Finalement, ce qu'on a en entrée, là, c'est un graphe. Chaque singe, c'est un nœud, et les relations qu'on voit, ce sont des liens. Donc finalement, on a un graphe qui est orienté. Et un autre point qui est important, c'est que dans le jeu de données qu'on a en entrée, il n'y a pas de cycle. D'accord ? Donc du coup, ça veut dire qu'avec ces deux contraintes-là, on peut appliquer le topological sort. On applique ce topological sort, et encore une fois, ça nous donne cette vision aplanie de toutes nos dépendances, finalement. Et ce qui va nous rester à faire, c'est
simplement, je dirais, d'itérer à l'envers, donc prendre le dernier singe, et à chaque fois, en itérant à l'envers, soit on va tomber sur un singe qui crie une valeur constante, soit référencer un singe pour lequel on aura déjà calculé la valeur. Et ça, c'est fait grâce à notre analyse de dépendance qu'on a fait avec le topological sort. Donc, cet algo, en fait, il est utilisé dans plein de différents endroits. Par exemple, les compilateurs. Dans GCC, une certaine partie de l'analyse de la gestion des dépendances entre les symboles, par exemple entre les fonctions, etc., ça utilise cet algorithme. Dans Homebrew, pour ceux qui utilisent ce packet manager sur Mac, la résolution des dépendances, donc pour savoir quel package on va installer en premier, ça utilise encore le topological sort. Pareil sur Make, pour savoir quel target on doit utiliser en premier, etc. Pareil, ça utilise cet algorithme. Donc si vous voulez, moi je trouvais cet exemple intéressant parce que déjà, moi, l'Advent of Code, ça m'a permis de pratiquer les graphes. Je n'étais pas forcément très confortable en fait avec les graphes, donc de pratiquer vraiment cette structure de données, mais aussi de découvrir un algorithme qui a des dizaines d'applications concrètes. Quand on veut commencer à faire de la gestion de dépendance, il y a de fortes chances qu'on puisse utiliser cet algorithme-là. OK. Prochaine étape, on va parler de Big O. Alors Big O, c'est un modèle, finalement, pour comprendre comment est-ce que notre algorithme il va scaler. Et là, on va parler de ce qu'on appelle le pire scénario, c'est-à-dire le pire des cas. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Et souvent, ce qu'on remarque, c'est cette représentation graphique, en gros, des différentes Big O qu'on peut retrouver, les plus fréquentes. On voit par exemple en vert, c'est tout ce qui est très bon. On a les valeurs, enfin les time complexity qu'on appelle O1, qui sont dites constantes, parce qu'elles ne vont pas varier selon un facteur. C'est-à-dire que votre exécution, le temps que ça va mettre, ça ne va pas varier selon par exemple la taille d'un tableau ou ce genre de choses. Et puis après, on a en rouge du n square, n factoriel et tout, ce qui est de moins en moins bon. D'accord ? Donc, pour illustrer mon point sur Big O, on va prendre en 2023, jour 5. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le problème, ça va prendre trop de temps, mais je vais juste vous expliquer comment est-ce que je l'ai résolu. Donc, au départ, j'avais fait une implémentation brute force, c'est-à-dire que j'ai une itération R sur R nombre, donc j'ai une plage de nombres, d'accord? Et en fait, pour chacun de ces nombres, je vais faire n transformations. Et donc la complexité, la time complexity de cette implémentation, c'est du O de R fois n. Donc là, on est plutôt dans du rouge. Et quand je lançais cette exécution, ça me prenait 84 secondes, ce qui est un peu trop. Parce que normalement, chaque problème peut se résoudre au max quelques petites secondes. Donc après, deuxième solution, je me suis dit, tiens, je vais utiliser du multithreading. C'est-à-dire que je vais paralléliser, je crois que c'était l'exécution de R. Donc en fait, je vais distribuer une petite partie de mon travail sur chacun de mes corps. Et chacun de mes corps va faire une sous-partie du travail. Et si vous voulez, ça a finalement la même time complexity, puisqu'on va faire autant d'itérations, c'est juste qu'on le fait sur plus de cœurs en même temps. Et ça, quand je lançais sur mon M1 qui a 8 cœurs, ça me permettait de descendre d'exécution, mais de 84 secondes à 24 secondes, ce qui reste toujours trop. Et puis après, au bout d'un moment, ma troisième solution, je me dis, cessons d'être débiles. En gros, on a un travail n fois à faire, et en fait, ces valeurs de n étaient déjà triées. En gros, il fallait trouver une bonne valeur. Et au lieu de parcourir à chaque fois tous ces éléments, on pouvait tout simplement utiliser un binary search. Et le binary search, ça a une time complexity qui est de log n. Donc du coup, là, la complexité de ma solution, c'est du R fois log n. Donc on était plutôt maintenant sur du orange ou du jaune, je crois, je ne sais plus. Et donc ça, sans multithreading, d'accord? Je suis repassé sur une implémentation juste séquentielle, et donc là, l'exécution, le temps d'exécution que ça a mis, c'est de moins d'une seconde. Donc on est passé de 84 secondes à 1 seconde, toujours avec une implémentation séquentielle, mais juste en améliorant la complexité de mon algorithme. Donc, sur Big O,
j'avais 3 points à dire qui sont importants. Déjà, quand on veut optimiser des tâches CPU bound, c'est-à-dire qui sont limitées principalement par la vitesse d'exécution des processeurs, eh bien, ce qui est important, c'est d'optimiser notre algo avant d'optimiser l'exécution, avant d'utiliser des trucs comme multithreading ou d'autres choses, etc. D'abord, on fait en sorte d'avoir la meilleure time complexity, et après, on peut peut-être rajouter d'autres choses, multithreading ou autre. Un deuxième point qui est important, c'est l'importance aussi de sélectionner la bonne structure de données pour un problème. Moi, à un moment donné, j'avais un problème où j'utilisais un array, et puis mon pattern d'accès le plus fréquent, c'était de supprimer à chaque fois des éléments de cet array. Et ça a une time complexity qui est linéaire, de ON, parce qu'au pire, on va redécaler à chaque fois n éléments pour faire une suppression. Et juste en passant d'un array à une linked list, et la linked list, elle a une time complexity qui est constante quand on a l'élément qu'on veut déjà supprimer, mais juste en changeant de structure de données, en passant d'une array à une linked list, ça me permettait de dropper mon temps d'exécution à moins d'une seconde, quelque chose comme ça. Donc important aussi de trouver la bonne structure de données pour un problème. Et enfin, Big O, c'est aussi utilisé pour Space Complexity, la complexité spatiale, c'est-à-dire représenter la quantité de mémoire que va prendre votre algorithme. Ce n'est pas seulement pour la complexité, time complexity. Donc, pour conclure avec cette première section sur algorithmes et structures de données, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose de crucial dans de nombreux entretiens techniques, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Moi, je ne suis pas là pour juger ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont être très portées sur ce type d'entretien. D'accord ? Et donc, par conséquent, ça peut être aussi quelque chose d'important pour l'évolution de carrière. Donc, pour moi, je pense qu'avoir des fondations qui sont solides sur ce genre de sujet, c'est quelque chose qui est important. Deuxième point, finalement, on est entouré par de plus en plus de données. On a une explosion de la data, etc. Donc, maîtriser les structures de données, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans un monde qui est de plus en plus axé sur la donnée. Savoir quand utiliser telle ou telle structure de données, pour moi, ça fait partie aussi des connaissances qui sont importantes quand on est développeur. Et enfin, et ça n'engage que moi, mais je pense que bâtir des fondations solides sur ces sujets, ça aide, ça permet de devenir un meilleur développeur. Déjà parce que c'est des fondations qui sont indépendantes des langages qu'on utilise, d'accord ? Et personnellement, la pratique de l'Advent of Code, moi, ça m'a permis d'être, je pense, plus efficace en tant que développeur. Alors certes, pas tous les jours, j'ai à choisir, par exemple, entre un binary search tree et une map, d'accord ? Mais de manière générale, je pense que ça m'a aidé à être plus efficace. Donc c'est pour ça que je vous recommande aussi chaudement la pratique de l'Advent of Code. Si vous avez envie de pratiquer ce genre de sujet, sans forcément passer par du lead code qui peut avoir ce côté un peu chiant, pardonnez-moi, voilà, je vous recommande l'Advent of Code. Deuxième partie dont on va parler, et je vais juste prendre une toute petite goutte d'eau. Alors, je ne suis pas encore un speaker très expérimenté, je ne sais pas quand est-ce qu'il est toléré de boire, mais là j'ai soif en fait. Donc... Ok. Deuxième partie, on va parler coding, développement, etc. Donc j'ai parlé de Big O, n'est-ce pas ? Il faut savoir que Big O, c'est qu'un aspect des choses. Derrière, combien de temps va mettre votre solution pour s'exécuter, ça va dépendre de beaucoup d'autres facteurs. Et moi, un benchmark que j'aime bien utiliser, c'est celui-ci. Imaginez qu'on ait par exemple un array qui comporte 1 million d'éléments et qu'on veuille faire la somme de chacun de ces éléments de cet array. D'accord ? Ça, c'est notre premier benchmark. Et on va faire le même benchmark en utilisant non pas un array, mais une linked list, et une linked list où chaque élément est alloué de manière continue. Enfin, tous les éléments sont alloués de manière contiguë en mémoire. Et quand on fait ça, ce problème, on se rend compte que la linked list, elle est 240% plus longue. Alors, je l'ai fait dans un langage en particulier, mais j'imagine que on doit retrouver plus ou moins le même ordre de grandeur dans d'autres langages, etc.
Et ça, c'est lié à la manière dont les CPU fonctionnent. C'est-à-dire que un CPU, par exemple, il a besoin de certaines caractéristiques, et notamment que le pattern d'accès il puisse être ce qu'on appelle prédictible. Et quand on fait une itération comme ça sur la linked list, eh bien, ce que le CPU ne va pas être en mesure de faire, c'est ce qu'on appelle de fetcher une cache line, c'est-à-dire, sans trop rentrer dans les détails, mais en gros, les CPU, ce qu'ils vont faire, c'est fetcher une cache line, donc un bloc de la RAM, le mettre dans les caches processeurs pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin à chaque fois de faire une requête dans la mémoire, qu'on puisse juste requêter un cache processeur qui est très rapide. Bref, mais là, le pattern, donc, il n'est pas prédictible pour le CPU, donc lui, il ne va pas faire fetcher sa cache line, et à chaque fois, on va faire des accès RAM, et du coup, on voit qu'on a une explosion du temps d'exécution. Et là, c'est intéressant parce que on est sur une solution qui a la même time complexity, d'accord? Ça reste du ON, n le nombre d'éléments qu'on a dans notre liste, mais on a une solution qui est 240% plus longue. Et un point qui est intéressant, je trouve, avec l'Advent of Code, c'est que moi, je le vois aussi parfois comme une espèce de terrain de jeu. Un terrain de jeu pour optimiser son code, à la fois son algorithme, comme on a vu au début, et puis son exécution. Optimiser, peut-être utiliser le multithreading ou des paradigmes de localité, etc. Différentes manières de jouer, de voir et d'optimiser notre solution. Et moi, l'Advent of Code, personnellement, c'est quelque chose qui m'a aidé à bâtir un peu plus une intuition, des fois, sur le temps que va mettre ma solution à s'exécuter. Et ça me permet aussi et aux gens en général, de confronter finalement une analyse algorithmique qui va être très statique à quelque chose qui va être très pratique, combien de temps ça va mettre pour s'exécuter, et mieux comprendre les limites de calcul des CPU aussi. Voilà aussi pourquoi je trouve l'Advent of Code assez intéressant. Donc, puisqu'on est sur la partie coding, on va parler de deux sujets, là encore. La partie futures exigences, si on est développeur, c'est quelque chose qui arrive souvent. Comment est-ce qu'on va gérer des futures exigences? Et la seconde partie sur refactoring. Donc la première, sur les futures exigences, donc on a vu qu'il y avait 2 étoiles par jour, d'accord? Et que la seconde partie, c'était une extension, la plupart du temps, de la première partie. Et alors assez souvent, au début en tout cas, moi, des fois, quand je travaillais sur la partie 1, je me disais, c'est un peu tentant d'essayer de créer une solution qui soit générique et puis qui puisse couvrir les potentiels use cases qu'on va avoir sur la partie 2. Sauf que ça marche quasiment jamais, pour ne pas dire jamais. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est valable aussi dans notre travail quotidien. Moi, j'ai eu plein d'exemples concrets, par exemple, dans une précédente entreprise, où à un moment donné, on avait fait un sprint entier pour refactorer notre code et le rendre plus générique pour faire face à des futurs requirements qui ne sont jamais arrivés. Donc, on avait perdu un sprint. Et si vous voulez, la principale raison à ça, c'est que prédire l'avenir, c'est quelque chose de complexe. Ça n'a pas été encore résolu, n'est-ce pas? Et donc, que ce soit des futurs requirements techniques ou business, c'est quelque chose qui est compliqué, si ce n'est impossible. Et moi, j'ai une opinion plutôt forte là-dessus, en me disant que souvent, la source de tous les maux, ce n'est pas nécessairement une optimisation qui est prématurée, mais c'est des conjectures prématurées qu'on peut faire. Et les conjectures, c'est quoi? C'est des opinions ou des conclusions qui se basent sur des informations qui sont incomplètes. Donc, quand on se met à construire, en fait, dès le départ ou trop en amont, des abstractions ou concevoir en pensant potentiellement au futur use case qu'on va avoir, et moi, je pense qu'en général, c'est très souvent une perte de temps. Et un des principes les plus importants pour moi, c'est le principe YAGNI, You aren't gonna need it, qui dit en gros qu'on devrait implémenter des features seulement quand on en a besoin et non pas quand on prédit qu'on va en avoir besoin. Alors je ne dis pas que toutes les solutions génériques sont mauvaises, d'accord? Je dis juste qu'en tant que software engineer, je pense qu'on a un peu tous cette tendance parfois à faire les choses de manière prématurée, créer des abstractions, etc. Et je pense que on devrait plutôt résoudre des problèmes concrets d'abord et penser aux abstractions
a posteriori. Et c'est un principe d'ailleurs qui est aussi fortement conseillé chez Google. Ok, donc deuxième partie dont on va parler, c'est la partie refactoring. Alors, ça c'est ma solution quand j'obtiens mes 2 étoiles, d'accord? Et puis ça c'est ma solution quand je la publie sur GitHub. Et si vous voulez, donc, comment est-ce que j'en arrive à ça de manière générale? C'est le plus souvent, c'est je vais avoir une première version, par exemple, pour résoudre partie 1, j'aurai une fonction part 1. Imaginez une espèce de grosse monofonction de centaines de lignes qui résout le problème, d'accord? Et sur laquelle je vais avoir un test, ou plusieurs d'ailleurs, peu importe, mais je vais avoir un test part 1 qui va valider que ma solution fonctionne, d'accord? Je peux faire mon test avant ou après, peu importe, moi je m'en fous. Donc ça, c'est ma première version. Et après, ce que je vais faire quand je vais refactoriser mon code, je vais peut-être splitter ma logique, ajouter des classes, des sous-fonctions, etc., avoir un foo qui appelle bar, peu importe, etc. Et en fait, ça, ce refactoring sans accroc, il m'est garanti parce que j'ai déjà un test qui va tester mon entry point, en fait, et qui va tester que ma solution déjà est valide. Et ça, c'est une manière de tester qu'on peut appeler behavior testing, les tests de comportement. Alors déjà, un point important, behavior testing, c'est différent de BDD, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est important. BDD, c'est une méthodologie qui favorise la collaboration en utilisant des méthodes, des spécifications de langage naturel pour décrire un comportement souhaité. Bref, moi, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je l'ai assez rarement utilisé, j'avoue, donc je n'ai pas d'avis. Mais moi, je ne parle pas de ça, d'accord? Je ne parle pas de BDD. Je parle de behavior testing, qui est une technique de test qui dit qu'on va s'axer sur le comportement qui est attendu du système. Et en gros, on peut parler aussi de, parfois on entend closed box testing ou black box testing aussi. Et moi, l'approche que j'essaye d'éviter en règle générale, que ce soit pour l'Advent of Code ou dans mon métier de tous les jours, c'est de dire, imaginez que j'ai cette séquence, une classe A qui appelle B, qui appelle C. Ce que je vais essayer d'éviter, c'est de me dire, OK, je vais faire un test pour isoler C et un test en isolation sur B en utilisant un test double, c'est-à-dire un mock, un stub ou un fake de C. Et puis pareil encore de faire un test en isolation juste sur A et de ne pas faire encore une fois un vrai appel, mais utiliser un stub, un fake ou un mock pour tester B. Moi, ça, c'est une approche que j'essaye d'éviter. Au contraire, ce que j'essaye de suivre, c'est de me dire, si j'ai cette séquence-là, moi, ce que je vais faire, c'est déjà tester mon entry point, parce que là, si B et C, ils ne sont pas exposés, ils sont finalement là que pour servir le comportement qui est exposé par A, au contraire, moi, ce que je vais essayer de tester, c'est A. C'est mon entry point. Ça va donner une même couverture, mais on va avoir des tests qui sont, je pense, plus clairs, parce ça va être plus simple de comprendre quelle fonctionnalité va être testée. Et aussi, imaginez que je change ma logique, j'introduis une nouvelle classe, peu importe, et là, à ce moment-là, mon test, lui, va rester le même, car le comportement qui est exposé, il reste le même. Alors j'entends que ce n'est pas toujours possible, parce que parfois on va avoir C qui va être IO-bound, c'est-à-dire faire un appel à une base de données ou ce genre de choses. Mais moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de créer un test double qui soit sur la plus petite portion de code possible. Et ne pas normaliser le fait qu'à chaque fois, chaque layer, ils doivent se tester en autonomie sans tester ce qu'il y a après. Donc pour conclure avec behavior testing, déjà, encore une fois, c'est différent de BDD. Ça donne des tests qui sont plus clairs parce qu'on voit mieux la fonctionnalité qui est testée. Elle est basée sur un comportement du système, non pas une implémentation à l'intérieur de notre système. Et ça donne des tests aussi qu'on ne va pas nécessairement changer à chaque fois qu'on va modifier l'implémentation. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'a aidé à refactoriser mon code, que ce soit l'Advent of Code ou quelque chose que j'utilise tous les jours à mon travail. Test behavior, not implementation. C'était quelque chose qui était accroché à un moment donné dans les toilettes chez Google. C'est quand même pas rien.
Ok. Dernière partie, au-delà du code. Euh, alors, on va parler de 2 points. Déjà, résoudre beaucoup de problèmes comme ça, je pense que ça peut aider beaucoup à avoir une espèce de mindset après pour quand on fait face à des problèmes. Il y a 3 points dont je voulais parler. Le premier point, c'est un truc qui s'appelle Subconscious Problem Solving en anglais, qui dit en gros que on est tous capables finalement de résoudre des problèmes sans y réfléchir de manière active. Et moi, je compte plus le nombre de problèmes que j'ai été capable de résoudre pendant l'Advent of Code en faisant autre chose, en prenant une douche ou en me promenant, par exemple. D'accord. Bon, moi, j'habite à Paris, donc c'est pas moi sur la photo. Mais voilà, en fait, c'est cette capacité qu'on a à parfois résoudre des problèmes sans y réfléchir de manière active. Et je pense que c'est quelque chose d'important aussi qu'on peut appliquer dans notre travail quotidien, accepter que parfois on puisse ne pas trouver, je dirais, la meilleure solution immédiatement à un problème. Cette espèce de culture de l'instant que parfois on peut avoir, juste accepter de, ok, là je trouve pas, on ne trouve pas collectivement peut-être la meilleure solution, acceptons de laisser notre cerveau maturer le problème, etc. Ça, c'est un point qui est important. Second point que l'Advent of Code aide, je pense, quand on résout pas mal de problèmes en algo, etc., c'est cette espèce de compétence, je dirais, à voir la big picture. C'est quelque chose qui est utile notamment en système design, que ce soit dans notre travail ou en entretien, par exemple. Moi, je vois trop souvent des fois des gens qui s'attaquent directement à un problème sans d'abord essayer de comprendre la situation dans son ensemble. Et je pense que l'Advent of Code, faire beaucoup de trucs comme ça, ça aide aussi à développer cette espèce de compétence, d'avoir une vue d'ensemble du problème, en essayant d'abord de comprendre qu'est-ce qu'on veut résoudre. Ça semble tout bête comme ça, mais je pense que on peut souvent faire cette erreur. Et enfin, le troisième point dont je voulais parler, c'est penser outside the box. Alors là, j'ai un exemple. Alors, c'est mon dernier exemple, d'accord. On reste motivé. 2018, jour 23. On a une liste de points avec des coordonnées 3D et une range, d'accord. Donc là, pour la représentation, je le fais en 2D pour que ce soit plus simple sur les slides. Et le problème, c'est de trouver quel est le point qui a le plus grand nombre d'autres points dans sa range. Donc là, le gagnant, c'est A, parce qu'il a 2 points. Il a à la fois B et C dans sa range. D'accord. Donc, pour résoudre ce problème, en fait, quand on a peu de points et des ranges qui sont assez petites, finalement, c'est assez simple à résoudre. Mais il y a un petit problème quand on a le vrai input avec l'Advent of Code, c'est que déjà, on a un nombre de points qui est faramineux. Et deuxième point, c'est on a des coordonnées qui sont absolument gigantesques. D'accord. Donc au départ, moi, j'étais complètement bloqué sur ce problème. Et puis je me suis dit, bon, je vais essayer de visualiser le problème. Donc ce que j'ai fait, c'est je me suis dit, toutes les coordonnées, je vais d'abord les diviser par 10 millions. Ce qui permet en fait de résoudre déjà le problème sur un problem space qui soit plus petit. D'accord. Donc en fait, je résous avec le même nombre de coordonnées, mais juste sur des ranges qui sont plus petites. Et j'essaye de résoudre ça et je me dis, tiens, il y a un cluster. Tous ces 1 là, ça représente un cluster. Ça veut dire que la solution, elle se trouve à l'intérieur de ce cluster. Donc en gros, je rentre dans ce cluster et ça me permet de filtrer tout un tas de coordonnées. Et après, je fais la même chose, mais au lieu de diviser par 10 millions, maintenant je divise par 1 million. Et là, je résous encore le problème sur ce problème plus petit, en ayant déjà filtré tout un tas de coordonnées, et je me rends compte qu'il y a encore un cluster. Donc je fais pareil, je rentre dedans. Et ça me permet encore une fois de filtrer plein de coordonnées, etc., etc. En gros, je répète ça en divisant à chaque fois par un nombre qui soit plus petit, donc 10 millions, 1 million, 100 000, etc., etc. Et donc ça me permet de trouver mon résultat. Est-ce que c'est la solution la plus optimale ? J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est celle que j'ai trouvée. Et ça me fait penser un peu, je dresse un peu un parallèle avec notre métier de tous les jours. En tout cas, moi, une expérience que j'ai vécue quand je suis entré chez Google à un moment donné, une des premières réunions que j'avais avec mon manager, il m'expliquait les challenges techniques de l'équipe.
À un moment donné, dans ma tête, notamment sur un, je me disais, mais c'est juste infaisable. En fait, à l'échelle, c'est juste infaisable. Après ce bref moment de panique, je me suis dit, finalement, c'est un peu similaire avec ce que je vis, ce que j'ai vécu dans l'Advent of Code. Je me suis rendu compte que plein de fois, je tombais sur des problèmes en me disant, ça c'est infaisable, c'est trop gros, c'est trop je sais pas quoi. Et en fait, on se rend compte que rien n'est infaisable. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est que chez Google. On est tous confrontés à des problèmes qui sont complexes. On ne fait quand même pas un métier simple, n'est-ce pas? Et je pense que penser comme ça outside the box, être créatif, ça reste quelque chose d'important et ça peut nous aider à construire des solutions qui sont novatrices. Donc résoudre plein de problèmes, je pense que ça peut aider à développer cette espèce de mindset comme ça, de se dire que rien n'est infaisable. Ok, et mon dernier point, il est assez fréquent de trouver parfois sur Internet des gens qui sont durs avec eux-mêmes s'ils ne parviennent pas, par exemple, à résoudre soit un problème en particulier ou soit un Advent of Code. Alors déjà, terminer un Advent of Code, c'est une longue route, d'accord? Et moi, je dresse aussi le parallèle avec nos carrières, qui sont aussi des longues routes, qui sont des marathons finalement, qui sont pas c'est pas un sprint une carrière, d'accord? C'est un marathon. Et pour moi, quand on veut réussir quelque chose dans le temps, il y a 3 points qui sont importants pour moi. Le premier, c'est qu'il faut qu'on puisse parfois juste accepter de se dire « Ok, j'ai du mal sur ce sujet-là », ou même de se dire qu'on puisse échouer, d'accepter qu'on puisse échouer. Pourquoi? Parce que les échecs, ça nous apprend des leçons. Moi, je vous ai dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle 100 Go Mistakes. J'ai été une source d'inspiration pour ce livre. Alors, pas sur les 100 erreurs, mais une source d'inspiration malgré tout pour mon propre livre. Et en fait, donc, les erreurs, quand on struggle comme ça, etc., finalement, ce sont des leçons sur lesquelles on peut s'appuyer pour grandir. D'accord ? Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point avec lequel je voulais finir, c'est que si on veut être bon à quelque chose, peu importe d'ailleurs le quelque chose, ce qui compte pour moi, c'est aussi notre engagement à essayer de progresser de manière continue. Peut-être chaque jour ou chaque semaine, je ne sais pas, juste essayer de progresser juste un tout petit peu, un tout petit peu. Alors, ce n'est pas toujours possible. Moi, par exemple, quand Zelda est sorti, j'ai progressé en rien d'autre qu'en Zelda. Mais c'est cette idée centrale que je pense qui est importante de s'efforcer à maintenir une progression qui soit continue dans le temps. Et moi, c'est un principe qui m'a permis de passer d'un étudiant qui était trop nul d'après son professeur à quelqu'un qui est devenu plutôt décent en algo aujourd'hui. Et le dernier point dont je voulais parler, c'est que moi j'ai eu la chance de rencontrer plein d'ingénieurs brillants et je trouve qu'ils partageaient tous un trait commun, c'est qu'ils étaient tous humbles. Et parfois moi-même je me suis dit, ah ouais, putain, j'ai quand même terminé 9 Advent of Code, etc. Et en fait, par exemple sur le site de l'Advent of Code, il y a une espèce de leaderboard où on voit le temps que mettent les gens pour résoudre les problèmes. Et moi parfois j'ai passé des heures sur des problèmes que certaines personnes ont résolus en seulement 20 minutes. Donc tout ça pour dire que ça ne sert à rien d'être arrogant. Voilà, que ce soit dans notre vie de tous les jours, dans la vie, voilà, être arrogant, ça ne sert à rien. Et l'humilité, moi je le vois comme une espèce de porte ouverte où finalement on peut potentiellement apprendre n'importe quoi de n'importe qui. Donc voilà mes 3 points. Pour réussir quelque chose dans le temps, je pense qu'il faut accepter d'échouer parfois, garantir une progression continue dans le temps et surtout, je pense, rester humble, c'est à mon avis la source du succès. Voilà, merci beaucoup. Alors j'ai 3 petits liens, adventofcode.com, d'accord, qui est le plus important évidemment. Les slides sont à cette adresse, teva.dev/devox, et si vous voulez connecter sur Twitter, n'importe quoi, il y a le dernier lien. Voilà. Merci encore de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de Devox.